95%. C'est le chiffre que l'on évite de regarder en face. La proportion de la population qui traversera l'existence sans jamais atteindre la moindre autonomie financière. On parle d'êtres humains qui se lèvent tôt, rentrent tard, travaillent dur, payent des impôts, élèvent des enfants et meurent en laissant derrière eux un maigre héritage, parfois même des dettes. Leurs efforts ne sont pas en cause, leur intelligence non plus. Le verrou est ailleurs, dans un logiciel mental si ancien qu'il se confond avec la réalité. De l'école primaire au dernier bulletin de salaire, tout conspire à graver dans l'esprit l'équation. Argent ou heure de vie. Tant que cette formule reste intacte, le destin est scellé. On ne vend jamais assez d'heures pour acheter la liberté. Dans l'enfance, on reçoit un pacte tacite. Sois sage, obéis, apprends tes leçons, décroche un diplôme, trouve un travail stable, ne fais pas de vagues. La machine scolaire a été conçue à l'ère industrielle. Elle devait former des employés prévisibles pour des usines prévisibles. 100 ans plus tard, les manuels ont changé de couleur, les tableaux se sont numérisés, mais le cœur du programme est intact. Apprendre à exécuter, pas à concevoir. On enseigne les dates de bataille, jamais les lois des bilans comptables. On dissèque la photosynthèse, jamais la fiscalité. Résultat, des adultes capables d'expliquer la reproduction des fougères, mais perdus devant un simple tableau amortissable. Une fois diplômé, on entre dans la deuxième cage, la cage du revenu linéaire. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Plus tu veux gagner, plus tu dois donner d'heures. Or le temps, par nature, est plafonné. 24 heures pour tout le monde, jamais plus. Le système incite alors à l'illusion de la promotion. Quelques euros de plus en échange de davantage de responsabilités et, souvent, d'un stress exponentiel. Le piège est subtil. On se sent avancé parce que le titre sur la carte de visite s'allonge, mais la trajectoire financière reste horizontale. Pendant ce temps, l'inflation, ce voleur silencieux, ponctionne quelques pourcents par an. Sur 10 ans, un salaire stagnant recule de 100 pas. La consommation vient verrouiller le dispositif. On célèbre la signature du premier CDI par l'achat d'une voiture à crédit. On fête la première augmentation par un smartphone hors de prix lissé sur 24 mois. On confond pouvoir d'achat et pouvoir de s'endetter. Le banquier, tel un prêtement bienveillant, accorde le prêt qui maintiendra le client rivé à son poste. Plus la mensualité est grosse, plus la laisse est courte. La publicité fait le reste. Tu n'achètes pas un objet, tu achètes une identité. Chaque saison apporte son lot d'objets indispensables. Chaque objet repousse d'autant le moment où l'on aurait pu investir. Le mot investissement, justement, déclenche deux réactions opposées. Chez les 95%, il évoque le risque, la perte, la complexité. Chez les 5%, il évoque la croissance, l'effet de levier, la liberté. Pourquoi ? Parce qu'on investit d'abord avec la tête avant d'investir avec les euros. Les riches ne voient pas une action comme un ticket de loterie, mais comme une part d'entreprise travaillant pour eux. Ils ne voient pas l'immobilier comme une accumulation de briques, mais comme un flux de loyer prévisible sur 20 ans. Ils savent qu'un euro mis dans un actif revient souvent accompagné d'autres euros, un concept étranger à ceux qui n'ont connu que le salaire. La peur du jugement social renforce encore la barrière. Dans de nombreux milieux, gagner trop est perçu comme un acte de déloyauté envers sa tribu. On soupçonne l'arrivisme, l'orgueil, l'immoralité. On préfère raconter que l'argent ne fait pas le bonheur, plutôt que d'avouer qu'on ignore comment l'utiliser. Cette pression invisible pousse à l'auto-sabotage. On refuse une promotion, on dilapide une prime, on critique celui qui réussit, tout cela pour rester dans la norme du groupe. La loyauté affective devient une camisole financière. Il existe pourtant un moment charnière, la première remise en question consciente du paradigme temps, argent. Elle arrive parfois après un burn-out, parfois après la lecture d'un livre, parfois après la naissance d'un enfant qui révèle la fragilité du modèle. À cet instant, on découvre qu'un revenu peut être découplé du temps, que l'argent, placé dans le bon véhicule, travaille de lui-même, que le savoir financier n'est pas un luxe, mais un outil de survie. On apprend à lire un bilan, à calculer un rendement locatif, à mesurer un risque plutôt que le fuir. On comprend que l'échec fait partie du jeu. Chaque projet raté est une ligne d'expérience, pas une condamnation. Ce basculement entraîne une seconde révolution, l'achat de temps.
Au lieu d'échanger sa vie contre un salaire, on utilise l'argent gagné ou investi pour récupérer des heures. On délègue les tâches à faible valeur, on automatise, on crée des revenus passifs. Chaque minute libérée sert à apprendre, à créer ou à se reposer. 3 activités qui, paradoxalement, rapportent davantage que leur coût initial. Soudain, la journée n'est plus un compte à rebours anxiogène, mais un capital à faire fructifier. La discipline mentale fait la différence finale. Les 5% qui s'en sortent appliquent des règles simples. Payez d'abord l'actif qui paiera le plaisir. Retardez la gratification immédiate. Automatiser l'épargne. Se former en continu. Fréquenter des gens qui parlent opportunités plutôt que problèmes. Ces règles ne sont pas spectaculaires. Elles sont même ennuyeuses. Mais elles fonctionnent parce qu'elles exploitent la seule variable que partagent riches et pauvres, le temps long. Sur 15 ou 20 ans, la capitalisation transforme un simple effort mensuel en indépendance totale. La conclusion s'impose. Si 95% restent pauvres, c'est parce qu'ils ne remettent jamais en cause l'équation originelle. Ils suivent la route balisée, persuadés qu'elle mène quelque part alors qu'elle tourne en rond. Sortir du cercle, c'est d'abord accepter d'être perçu comme différent. C'est désapprendre avant d'apprendre. C'est remplacer la question « combien ça coûte ?» par « combien ça rapporte ?» C'est comprendre que la vraie sécurité vient des actifs, pas du salaire. Alors, dans quel camp veux-tu te tenir? Celui qui répète le cycle ou celui qui le redéfinit? La réponse se joue aujourd'hui, dans la prochaine décision que tu prendras. Consommer ou investir, obéir ou comprendre, échanger ta vie ou la posséder. Découvre l'extrait gratuit du Codex mental. Lien en description.